Je me suis dit, ah bah tiens, c'est peut-être l'univers qui me dit finalement que je n'étais pas à ma place. On en revient toujours aux croyances, ce sont les croyances qu'il faut un petit peu pulvériser. Donc voilà pourquoi j'étais peut-être la seule à en parler. Et cette résilience, en fait, elle n'est pas anodine. Je vais te raconter une petite histoire. Bonjour et bienvenue au Cœur des Soft Skills, le podcast où nous explorons les compétences qui font la différence dans le monde professionnel et personnel. Je suis Noémie, consultante et formatrice Central Test et votre guide dans cette aventure au cœur des soft skills. Aujourd'hui, nous abordons une soft skill considérée comme clé dans l'atteinte de tous les succès, la résilience. Pour cela, nous avons une invitée exceptionnelle, influenceuse bien-être et performance au travail. Bienvenue Laura, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nos spectateurs ? Bonjour Noémie, merci d'abord de m'inviter dans ce podcast. Alors moi, c'est Laura Belcon, je suis une entrepreneure très engagée sur le futur du travail, sur le bien-être au travail et je fais plein de choses. Entre autres, je suis créatrice de contenu, donc je poste des vidéos de vulgarisation sur les dysfonctionnements du travail et le bien-être au travail, sur TikTok, sur Instagram, etc. Je fais un petit peu de coaching, je fais un petit peu d'ateliers en entreprise et puis j'ai pour projet d'ouvrir aussi une entreprise puisque j'ai développé une solution de travail à destination des employeurs pour qu'ils puissent tendre vers un environnement de travail sain et durable. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous donner, toi, ta définition personnelle, Laura, de la résilience ? Alors pour moi, la résilience, c'est l'art de se relever après être tombé. C'est vraiment d'avoir ce côté positif dans toute situation compliquée, complexe. C'est savoir s'adapter ou persévérer selon les situations. Mais voilà, c'est vraiment pour moi cet art de se relever après des situations complexes. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est cette capacité finalement à se remettre d'un échec assez rapidement. Et on peut dire qu'une personne résiliente aussi, elle va éviter de ruminer un petit peu ses erreurs et ses échecs et plutôt de les surpasser. Alors, par rapport justement à cette compétence clé, est-ce que tu as un exemple, toi, de situation, Laura, où la résilience a été cruciale pour toi ou pour quelqu'un d'ailleurs de ton entourage que tu as pu accompagner ? Oui, alors en 2021, j'ai fait un épuisement professionnel. Mon corps a complètement lâché. Et dans le même temps, une de mes meilleures amies a fait un épuisement professionnel aussi. Son corps a complètement lâché aussi. Et on ne l'a pas vécu du tout de la même manière. C'est-à-dire que, bon, évidemment, c'était une situation très, très compliquée, mais assez vite, je me suis dit, ah bah tiens, c'est peut-être l'univers qui me dit finalement que je n'étais pas à ma place, qu'il y a quelque chose d'autre, de mieux qui m'attend dans le futur. Et donc, j'ai repris confiance en moi assez rapidement. J'ai toujours eu ce côté positif voilà, très rapidement, alors que mon amie se sentait très nulle. Elle se sentait dévalorisée. Elle avait perdu toute confiance en elle. Elle ruminait. Elle voyait aucun aspect positif. Et donc, typiquement, dans ce cas-là, la résilience est primordiale. Et justement, en quoi cette résilience, elle a été cruciale dans ton cas d'épuisement professionnel ? En fait, ça nous permet de nous relever beaucoup plus facilement d'une situation complexe. Moi, j'estime que je me suis relevée peut-être plus vite que la moyenne. Et cette résilience, en fait, elle n'est pas anodine. Je vais te raconter une petite histoire. Quand je suis née, ma mère est allée voir une voyante à Paris. Et une voyante très connue d'ailleurs, apparemment. Et elle lui a montré la photo et la voyante lui a dit « Oula, cette petite, elle réussira tout ce qu'elle touche. » Et en fait, cette phrase, ma mère me l'a répétée innocemment durant toute ma jeunesse, enfant, adolescente, même maintenant. Et en fait, cette petite phrase a fait que ça a développé une croyance en moi hyper forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne le conçois pas autrement. C'est-à-dire que tout ce que je vais entreprendre, pour moi, je vais forcément le réussir.
Et pour moi, cette résilience, elle émane forcément de cette croyance-là. Et c'est vraiment peut-être la différence qu'il y avait avec mon ami, finalement. D'avoir cet optimisme qui vient des croyances de mon enfance, justement. Et pour te donner un autre exemple, par exemple, sur le bien-être au travail, il y a 2 ans, après mon épuisement professionnel, j'ai tout lâché. J'ai tout quitté pour faire un travail de recherche sur la corrélation bonheur-performance. Et à l'époque, les gens me disaient « Mais Laura, fais pas ça, tu vas jamais y arriver. Le bien-être au travail, en France, vraiment, c'est pas le bon chemin, quoi. » Et voilà, une chose comme une autre, c'est peut-être compliqué, mais moi, je vais forcément y arriver. Alors, c'est pas facile tous les jours, il y a des hauts, il y a des bas. Mais voilà, si j'emprunte un chemin et que ça ne fonctionne pas, la plupart des gens se diraient c'est peut-être pas mon truc, je vais peut-être arrêter et aller ailleurs. Alors que moi, je me dis, il y a un chemin qui n'a pas fonctionné, mais il y en a 50, il y en a 49 autres à aller explorer. Et pour moi, c'est un petit peu ça, la résilience, finalement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est inné, alors que tu vas dire ce que tu en penses, hein, Laura, mais pour moi, c'est une compétence quand même qui peut se développer. Oui, complètement. Moi, je pense que c'est pas du tout inné. Si on revient à l'histoire des croyances, pour moi, ça émane vraiment des croyances qu'on a dans l'enfance, dans l'adolescence et même maintenant. Donc, pour moi, la résilience n'est pas innée. La résilience se développe, justement. Après, on a la chance ou pas. Moi, j'estime avoir eu la chance que ma mère m'a dit cette petite phrase innocente toute mon enfance. Mais c'est quelque chose qui peut se développer même adulte. Et justement, toi qui l'as vécu là, dans le cadre de ton épuisement professionnel, à travers cette résilience, est-ce que tu estimes que pour surmonter justement ces situations complexes, ces difficultés, il faut être seul, ou il vaut mieux savoir s'entourer et être accompagné aussi des autres? Si je reprends cet exemple d'épuisement professionnel, le jour J, mon corps a complètement lâché. J'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Pourtant, c'est absolument pas moi. J'ai pris rendez-vous chez mon médecin qui m'a arrêté 15 jours. Et à la base, je me suis dit, 15 jours, c'est génial. C'est énorme, 15 jours. Trop bien, je vais faire une activité que j'aime, je vais me reposer, je vais me balader, peindre. Et puis, au bout de 15 jours, tout rentrera dans l'ordre. Je vais aller au taf. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai passé une dizaine de jours à pas pouvoir sortir de mon canapé, à pas pouvoir sortir de chez moi, à pas pouvoir parler à mes proches. Personne n'était au courant autour de moi. Et en fait, je me sentais partir, je me sentais sombrer. Et à l'époque, je me suis dit, c'est la première fois de ma vie que je n'arrive pas à me relever seule. Et donc, au bout d'une dizaine de jours, je me suis dit, OK, Laura, soit tu te fais aider, soit tu sombres. Donc, j'ai pris mon petit téléphone et j'ai appelé une psychologue qui était à côté de chez moi. Et cette psychologue m'a littéralement sauvée à cette époque. Et en fait, elle m'a expliqué qu'il fallait décharger ma surcharge mentale. Parce que quand on a une surcharge mentale, on n'arrive pas à penser clairement. Et donc, on a travaillé sur cette charge mentale avec la respiration cardiaque, etc. Et au bout de 2 séances, déjà, je pensais beaucoup plus clairement. Et c'est après ces deux séances que j'ai repris le lead de la résilience. Et donc là, tout s'est enchaîné. Mais il a fallu quand même de l'aide pour en arriver là. Et pour moi, demander de l'aide fait partie de la résilience. Parfois, on n'y arrive pas seul et c'est OK de demander de l'aide. Et voilà, donc pour moi... ça a fonctionné. Demander de l'aide et l'accepter aussi. Parce que bien sûr. C'est aussi... Et mon amie, typiquement, pendant des mois et des mois, elle n'a pas voulu voir cette psychologue. Et donc, pendant des mois, elle est restée seule chez elle. Seule et j'imagine que du coup, ça a pris plus de temps peut-être beaucoup aussi pour elle à s'arranger. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes aussi, c'est encore une fausse croyance, qui peuvent penser que
La résilience, il faut pas montrer ses faiblesses, il faut pas montrer ses émotions. Je pense que c'est une perception erronée. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Laura? Comment on peut changer un peu cette mentalité? En fait, quand on entend résilience, on a toujours dans la tête un guerrier super fort, souvent un homme d'ailleurs, très dur, qui enfouit ses émotions. Sauf que enfouir ses émotions, déjà, ça dégrade la santé mentale. On arrive moins à gérer son stress, on arrive moins à se connecter aux autres. Donc pour moi, c'est contre-productif. Ça va contre ce qui se fait dans la résilience. Et puis, au travail, si on enfouit ses émotions et qu'on ne dit pas ce qui ne va pas à son management, par exemple, comment voulez-vous que ça change? Donc vraiment, pour moi, il faut arrêter avec cette fausse croyance que la résilience, c'est quelqu'un de dur qui enfouit ses émotions. Justement, la vraie force, c'est de savoir parfois extérioriser ses émotions. Et dans ton cas, qui était, je crois, principalement lié justement au management, ton cas d'épuisement professionnel, est-ce que toi, tu as été la seule à en parler justement, ou il y avait d'autres personnes aussi qui en avaient parlé? J'étais la seule, clairement, à en parler, mais on était énormément en épuisement professionnel. Mais voilà, justement, le fait d'être seule à en parler au management, le problème, c'est qu'en face, on a un big boss qui nous dit mais de quoi tu me parles? Tout va bien, en fait. Donc, comment voulez-vous que le modèle du travail change ou l'environnement change si, en fait, tout le monde enfouit ses émotions, tout le monde garde pour lui ce qu'il a dans le cœur? Ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Et selon toi, quels sont les traits de personnalité qui sont vraiment inhérents, j'ai envie de dire, qu'on associe beaucoup à la résilience? Je dirais l'optimisme, d'abord. Ouais. La capacité à s'adapter, la persévérance et peut-être le leadership, le mindset d'entrepreneur. Ouais, dans la posture aussi, j'imagine que ça joue au-delà des traits de personnalité. Oui, clairement. Ouais. Clairement. Par exemple, je suis entrepreneur. Si j'ai pas de résilience, j'y arriverai jamais. On tombe tous les 4 matins en étant entrepreneur. Donc, si on n'a pas de résilience, on n'y arrive pas. Donc, je dirais quand même que ça fait partie d'un mindset d'entrepreneur. Ouais. Et parmi justement les outils peut-être, les méthodes, les conseils aussi que tu as envie de partager, Laura, quels sont selon toi les plus efficaces pour quelqu'un qui souhaiterait développer son niveau de résilience? Alors au niveau personnel, je dirais qu'il faut d'abord travailler son syndrome de l'imposteur, peut-être. Ouais, tu peux nous l'expliquer, ça, le syndrome de l'imposteur? C'est le fait de ne pas se sentir légitime. Tu sais, ce sentiment où tu as l'impression de ne pas être à ta place. Donc du coup, ça engendre une baisse de la confiance, de l'estime de soi. C'est ça le syndrome de l'imposteur, qui est d'ailleurs, il me semble, bien féminin. Donc gérer son syndrome de l'imposteur, développer sa confiance en soi, développer ses croyances. Un psychologue peut aider à ça, par exemple. Et puis, pour moi, le plus important, et ce qui est un peu à contre-courant peut-être de ce qu'on entend, c'est pratiquer la gratitude envers soi et envers les autres. C'est-à-dire que c'est OK de se dire soi-même, en fait, j'ai une chance incroyable d'avoir un toit, de manger à ma faim, enfin, des choses très très simples. Et puis on accentue au fur et à mesure, mais ça permet déjà d'apporter du positif dans sa vie, petit à petit, qui va développer la confiance. Et puis, si j'ai bien un conseil à donner, et surtout au travail, c'est d'apporter de la gratitude aux autres. Vous avez une collègue qui bosse super bien, c'est OK de lui dire « Meuf, tu gères de ouf, moi, j'aurais jamais pu faire ça à ta place, merci à toi ». Ou à un manager, merci d'être un manager à l'écoute, c'est pas donné à tout le monde. En fait, vous allez voir que
apporter de la gratitude aux gens, vous allez forcément en recevoir. Et c'est en recevant de la gratitude de la part de personnes que ça va développer aussi vos croyances. Vous allez entendre des choses peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre et ça va booster votre confiance en vous. Donc la gratitude, pour moi, c'est hyper puissant. Voilà. Ouais, donc ça, c'est plutôt au niveau individuel. Et pour les managers qui nous écoutent, les entreprises, qu'est-ce que eux peut-être peuvent mettre en place ? Alors pour moi, c'est essentiel d'avoir un manager leader qui a un vrai leadership, qui va savoir vraiment écouter les gens, qui va soutenir les équipes, qui va apporter de la reconnaissance. C'est tout ça qui va faire en sorte de booster la confiance et l'estime des gens. Donc moi, je prône pour recruter des managers sur une empathie développée, au lieu de promouvoir des managers qui ne sont peut-être pas faits pour manager. Voilà, recruter sur l'empathie. En fait, l'empathie va permettre aux managers de savoir réellement bien écouter les gens, comprendre les gens pour apporter la reconnaissance nécessaire. Je prône aussi pour un binôme de managers, donc un manager expert sur son domaine et un manager expert des relations humaines, tout simplement. Comme ça, ce deuxième manager, mais il aura beaucoup plus de temps pour écouter les gens, pour apporter la reconnaissance et faire en sorte, du coup, d'apporter la confiance aux gens et donc la résilience. Donc voilà ce que je mettrai en place au niveau organisationnel. Et sur les actions, justement, que le manager peut mettre en place concrètement, est-ce que tu as des exemples ? Oui. Alors, je peux te donner un exemple que j'avais mis en place dans une de mes entreprises, un de mes postes. Toutes les semaines, on faisait une rétrospective. Et donc, dans ces 3 semaines, quels ont été les succès et quelles ont été les complications. Donc, collectivement, avec toute l'équipe, et prendre le temps d'apporter la reconnaissance nécessaire pour tous les succès. Et pour toutes les complications, apporter des solutions collectivement, réfléchir collectivement à comment faire pour solutionner ce problème. Et en fait, la personne qui va avoir ce problème va peut-être se dire, déjà, elle va moins se sentir seule, et puis elle va se dire, ah, mais en fait, il y avait une solution. En fait, j'étais pas bloquée, et plus tard, je referai mieux, et peut-être que je demanderai de l'aide. Et en fait, d'avoir ce type de rituel toutes les 3 semaines, voilà, ça nous permettait de développer la résilience, d'apporter la reconnaissance nécessaire pour que les gens aient confiance en eux. Et petit à petit, en fait, ils vont aller voir les collègues pour demander de l'aide. Voilà, ça, c'est quelque chose simple à mettre en place en entreprise pour un manager. Justement, pour en revenir aussi à ce que tu nous partages dans les méthodes pour nos managers, toi, dans ton cas, tu étais la seule à en avoir parlé. Pourquoi ? Oui, donc pour moi, il y a un vrai problème aussi de croyance lié au management. En fait, on a tendance à croire que le manager doit être dur, peut-être un petit peu tyrannique. En tout cas, il contient ses émotions. Sauf que le problème, c'est que tout le monde veut être manager actuellement en entreprise. Et donc, il y a un vrai problème de croyance sur ce management, alors que on attend. Si on regarde les études, en fait, le management bienveillant, un manager qui écoute, qui apporte de la reconnaissance, est bien plus efficace qu'un management dur, tyrannique. Et donc, pour moi, il y a une petite pression quand même de virilité, finalement. Ce qui fait que les gens ne vont pas forcément vouloir montrer leurs émotions en entreprise. Par exemple, donc moi, dans mon cas, quand j'étais en épuisement professionnel, j'avais aussi des collègues masculins qui étaient en épuisement professionnel. Il a fallu que je parle beaucoup avec eux pour m'en rendre compte. Mais ce sont des gens qui ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire que les hommes ne s'arrêtent pas, ne vont pas forcément consulter un psychologue, parce que justement, c'est hyper mal vu. S'arrêter, gérer montrer ses émotions en entreprise, je vais jamais être manager. Donc pour moi, c'est peut-être un petit peu une des causes
de pourquoi les gens ne parlent pas en entreprise. On a vraiment des croyances erronées. Et typiquement, l'épuisement professionnel, on pense que c'est les personnes faibles, entre guillemets, alors que finalement, quand on regarde, pareil, les études scientifiques, on se rend compte que ce sont les personnes les plus engagées au travail. Donc finalement, on en revient toujours aux croyances. Ce sont les croyances qu'il faut un petit peu pulvériser. Donc voilà pourquoi j'étais peut-être la seule à en parler. Oui. On a évoqué ensemble, Laura, que la résilience, c'est surmonter des échecs, des erreurs, des situations difficiles. Cette notion d'échec, je pense qu'elle est assez variable d'une personne à une autre. Comment toi tu la considères et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un pour surmonter l'échec ? Pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec. Pour moi, on apprend plus qu'autre chose. Forcément, tout le monde a des hauts et tout le monde a des bas dans la vie. Et si on s'arrêtait qu'au bas, on n'avancerait jamais. Donc pour moi, les échecs, c'est plutôt apprendre qu'est-ce qui marche moins et peut-être prendre un autre chemin pour aller observer qu'est-ce qui marche peut-être un petit peu mieux pour arriver à ce qu'on veut, au succès. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec. Après, pour donner des conseils à quelqu'un qui se sent en situation d'échec, donc la première des choses pour moi, c'est vraiment redescendre son mental. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, donc déjà, il y a plein de choses qui marchent et qui sont gratuites en plus de ça. La cohérence cardiaque, donc respirer très très lentement avec le ventre. Ça paraît un petit peu bête dit comme ça, mais en fait, le corps et le mental ne peuvent pas être zen et stressés à la fois. C'est impossible. Et donc, quand on respire très lentement, en fait, on déstresse automatiquement. Et donc, ça décharge notre mental. Donc, la respiration est hyper importante. On peut faire aussi des exercices d'ancrage. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est de se visualiser une situation qu'on a adorée dans notre vie ou qui nous rend vraiment heureux. Et en fait, c'est de ressentir cette situation. Donc moi, par exemple, tu vois, c'était à Bali. C'était à Bali, dans une rivière en plein milieu de la jungle, et c'était exceptionnel. Et en fait, quand ça ne va pas, je relie ce moment à un geste. Donc moi, c'est un geste avec les doigts, comme ça. Et en fait, on le fait plusieurs fois. Donc on relie ce geste à ce moment. Et quand ça ne va pas du tout, on fait ce geste et vous allez voir que dans le corps, ça bouge, on se sent mieux. Donc, il y a des petites techniques comme ça qui font que on se sent mieux. Et puis, pour gérer son mental, ça passe aussi par le corps. Hein, les deux sont reliés. Donc, par exemple, si on a une charge de travail incroyable, c'est contre-productif de se dire « Ok, je vais travailler de 7h à 23h. Je ne vais pas m'arrêter parce que là, j'ai une charge jusque-là. » Plus on a une charge de travail, plus il faut faire de pauses. Ça paraît un petit peu bête dit comme ça, mais c'est scientifiquement prouvé. Donc, au lieu de faire 2 heures de travail non-stop en deep work, en fait, il faut se lever minimum 5 minutes toutes les heures, voire tous les 45 minutes. On se lève, on marche, on prend le soleil, on enlève les écrans de notre regard. On prend le temps de manger le midi. On prend une vraie pause. On fait de l'activité physique, on s'étire parce que quand on est assis, par exemple, la sédentarité, ça joue aussi sur notre santé et aussi notre santé mentale. Donc on se bouge un petit peu et en fait, déjà ça nous permet d'être plus productif que si on avait passé de 7h à 23h non-stop. Donc vraiment, il faut savoir se reposer quand il le faut. Ensuite, je pense qu'il faut aussi aller voir les autres, il faut s'ouvrir aux autres, avoir de l'empathie, il faut
c'est OK de demander de l'aide à ses camarades, à son manager ou autre. Quand il y a une situation qui vous bloque, peut-être aller voir un ami ou un collègue qui va peut-être vous apporter une vision différente parce qu'en fait, on a tous des intelligences différentes. Sinon, si on avait tous la même intelligence, le monde serait triste. On n'aurait pas avancé à grand-chose. Donc, le fait d'aller voir les gens vous permet aussi de sortir peut-être de votre bulle. D'en discuter, de relativiser. Voilà, de relativiser. Et puis, il y a d'autres techniques qui marchent très bien. La méditation, ça marche très, très bien pour apaiser son mental. Et si on apaise son mental, en fait, on réfléchit beaucoup plus clairement. Et si on réfléchit plus clairement, on trouve d'autres solutions pour s'en sortir de l'échec. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la gratitude, hyper puissant pour développer cette résilience et s'en sortir plus facilement. Vous avez maintenant toutes les astuces pour pouvoir développer cette résilience. Merci beaucoup Laura pour tes conseils précieux. Est-ce que tu as un petit mot pour nos éditeurs avant de conclure ? Alors, je dirais que la résilience peut vous permettre d'accéder à tout ce que vous voulez dans la vie. Il faut juste savoir mettre en place quelques petites choses, développer ses croyances, développer son empathie, développer la gestion de ses émotions, etc. Mais ce sont des petites choses qui vous amèneront à un potentiel grand changement. Merci beaucoup. Et merci à toi, Noémie. Dans notre prochain épisode de notre podcast Au cœur des soft skills, nous explorons l'art d'anticiper la réussite professionnelle à travers la compétence savoir évoluer. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi suivre Laura sur TikTok, Instagram et YouTube. On vous affiche aussi ces réseaux. Merci à tous et à bientôt.